Bonjour à tous et à tous, merci d'être avec nous pour cet événement Tech Booster. Vous allez vivre donc un parcours en 4 étapes, 4 espaces pensés comme un cheminement progressif de l'inspiration à la mise en action. On va commencer tout de suite avec la première étape. Nous sommes sur la scène de Inspirer, 30 minutes ensemble avec un sujet, il y a de quoi faire. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Quand on entend intelligence artificielle, beaucoup imaginent quelque chose de très technique, réservé aux ingénieurs, aux grandes entreprises. Pourtant, l'IA transforme déjà des métiers très concrets dans la santé, l'éducation, le commerce, la création, les RH ou encore l'entrepreneuriat, et vous le verrez tout au long de cette journée. Alors aujourd'hui, l'objectif est simple, comprendre où sont les opportunités, quels profils sont recherchés et surtout comment chacune et chacun peuvent bien trouver sa place dans cet écosystème. On vous propose sur cette scène Inspirée un échange autour des usages de l'IA, de son appropriation et de la place évidemment des femmes dans cet écosystème en pleine structuration. C'est pourquoi je vais demander d'applaudir nos deux expertes sur le sujet. Merci d'applaudir Caroline Chopineau, directrice générale du Hub France IA, et Faria Shah, fondatrice de Community. Bonjour à toutes les deux, installez-vous. Bonjour Caroline, bonjour Faria. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom, Faria? Faria Shah, exactement. Faria Shah, très bien. Avant de parler justement de ce secteur de l'IA et des opportunités, est-ce que vous pouvez nous pitcher en 30 secondes, 1 minute, votre structure? Qui souhaite démarrer? Faria. Allez, go. Je me présente, Faria Shah, CEO et cofondatrice de Community AI. Donc, Community AI, c'est une structure agentique pour les entreprises. Donc, on permet très simplement aux entreprises de s'équiper de solutions qui leur permettent d'utiliser des multiples agents pour réaliser des tâches. Donc, une grosse différence entre les IA conversationnelles qu'on connaît et vraiment les IA opérationnels, donc qui réalisent des tâches. Donc on travaille avec aujourd'hui plus d'une trentaine d'entreprises, des milliers d'utilisateurs aujourd'hui de Community pour réaliser des tâches dans tous les domaines d'activité. Combien de collaborateurs? Aujourd'hui, on est une dizaine, on est une start-up, donc ma boîte a 2 ans, donc c'est assez jeune. Ouais. Et voilà. Très bien, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc Caroline Chopineau, je suis la directrice générale d'une association qui s'appelle le Hub France IA. C'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2017 et sa mission, c'est d'accompagner l'adoption de l'IA avec un triptyque classique en ce moment, mais qui existe depuis le début de la création de l'association. L'éthique, la responsabilité et la souveraineté, qui est un de nos enjeux phares au sein de l'association. Et on a à peu près 300 organisations qui sont adhérentes avec des profils diversifiés, grands groupes, start-up, des cabinets d'avocats, des écoles, des fonds d'investissement. Ça montre aussi toute la richesse de la communauté IA aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que ça a été créé en 2017, vous dites, c'est ça. Et il y a une accélération incroyable de l'IA depuis 2 ans. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans les entreprises et pourquoi ça crée autant de nouveaux besoins? En fait, par rapport à avant, entre guillemets, l'IA générative est venue un petit peu bousculer les usages et la compréhension de l'intelligence artificielle. Avant, on était sur des projets très prédictifs, donc on en avait sur du contrôle qualité, de la maintenance, le e-commerce, l'IA, il y en a déjà partout en fait, mais les gens s'en rendent pas forcément compte. Et puis avec l'IA générative, c'est venu directement au grand public. Grand public égale collaborateur dans les entreprises, égale je commence à réfléchir à des nouveaux usages. Donc au lieu de partir sur des projets qui étaient pilotés par la direction avec des impacts sur les collaborateurs qui étaient mal identifiés. Là, ça arrive par le bas. Et par le bas aussi, ça veut dire que ça permet de toucher des plus petites entreprises. Et vous l'avez bien dit, c'est plus qu'une affaire de grands groupes. À l'époque, c'est eux qui avaient les moyens de se lancer dans l'IA. Et donc, c'est d'ailleurs les premiers adhérents du Hub France IA, c'était plutôt des grosses structures. Et puis, aujourd'hui, nous, on voit beaucoup de petites TPE, des PME et quelques ETI qui se lancent aussi assez fort dans l'intelligence artificielle par le biais de l'IA générative. C'est par là qu'elle commence. Et puis après, elle se pose des questions aussi d'ordre un peu plus stratégique, d'automatisation plus globale de leur process. Alors justement, quels nouveaux usages et opportunités l'IA crée-t-elle pour les métiers de demain? Et d'ailleurs, quand on parle des nouveaux usages, de quoi parle-t-on? Alors, nouveaux usages, je pense qu'aujourd'hui, après, Faria, elle pourra plus compléter avec ce qu'elle déploie aujourd'hui, c'est chez clients, mais nous, du prisme de l'association, en fait, sur des petites entreprises, on voit beaucoup des projets que moi, j'assimile à de la bureautique. Alors, ça fait un petit peu gros mot comme ça, mais ça va être déployer de l'IAGEN, des agentiques pour aider sur des fonctions support,
pour aller traiter de la documentation massive, pour aller finalement faire tout ce que l'IA était capable de faire avant, mais qui peut se faire de façon beaucoup plus simple, en fait, parce que du coup, on demande à une IA de faire quelque chose pour soi. Et donc, c'est de la meilleure exploitation de bases documentaires, de bases métiers, on va dire, qui étaient plus difficiles à exploiter avant, et donc on en entendait moins parler. Ouais. Et puis, il y a aussi ce concept d'avoir son agent, son assistant, dans son worker de tous les jours, qui peut nous accompagner dans son métier, et ce, quel que soit son métier. C'est aussi ça qui est différent. Ah, ça c'est intéressant. Quel profil manque-t-il en ce moment, justement, dans cet univers IA ? Alors, c'est difficile. On n'a pas relancé, nous, une étude là tout de suite sur les profils. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est un besoin des managers de se restructurer et d'intensifier leurs compétences autour de l'accompagnement des collaborateurs dans ces projets d'IA. Donc, il y a un focus très fort en ce moment sur les managers pour qu'ils passe à l'IA, parce que c'est par eux que va passer la structuration des entreprises. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est côté RH. Et puis, il y a quelques années de ça, on avait lancé une enquête sur les besoins des compétences IA des entreprises. Et alors, c'était juste au moment où on parlait IA générative, donc c'est pas tout à fait à jour. Mais ce qu'on avait commencé à sentir, c'était ce besoin d'avoir moins de profils tech, moins de data scientists, alors qu'avant c'était vraiment le roi de l'IA, c'était le data scientist. Donc on était plus sur de l'ingénierie, et on était plus aussi sur tout ce qui est maîtrise des coûts, maîtrise de l'impact environnemental, donc tout ce qui touche à des aspects qui sont plus connexes, mais qui sont indispensables aujourd'hui quand on veut déployer de l'IA. Et donc c'est de se dire, ces profils financiers, legal, marketing, sales, chefs de projet qui sont vraiment compétents en IA, c'est vraiment ce qui manquait aux entreprises déjà à l'époque. Et la place des femmes dans tout ça ? Ah, la place des femmes, c'est un grand sujet. On t'a dit qu'on n'avait que 30 minutes. Alors, depuis 20 ans que je suis dans l'IA, la place des femmes, on ne peut pas dire qu'elle est très, très importante. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur l'intérêt de la diversité et de la place des femmes dans l'IA, mais il y a aussi un enjeu aujourd'hui qu'elle soit plus présente. Parce que en fait, aujourd'hui, l'IA, c'est un enjeu économique et politique fort, donc c'est un enjeu stratégique. Et à partir de ce moment-là, les hommes, avec tous les respects que je leur dois, j'ai un conjoint, j'ai un petit-fils aussi, j'ai un fils. Je trouve qu'ils prennent de plus en plus de place, en fait. Ils ont envie de se mettre sur le devant de la scène, alors que parfois, ils n'ont aucune connaissance et compétence en IA. C'est juste qu'ils ont besoin de parler pour montrer qu'ils existent en IA. Et puis, du coup, les femmes s'effacent. Donc, la place des femmes, aujourd'hui, elle est vraiment difficile et complexe, parce qu'ils vont avoir tendance à les pousser pour venir prendre leur place, alors qu'elles sont là, elles existent. Elles sont certainement peut-être un peu plus nombreuses que ces dernières années, mais pas encore suffisamment là. Mais surtout, on ne les voit pas. Et c'est ça le grand enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous observez, vous, Faria ? Vous êtes d'accord à ce que vient de dire Caroline ? Parce que je vous vois hocher de la tête. Alors effectivement, c'est un sujet moi qui me tient à cœur. Alors les femmes, effectivement, sont là. D'ailleurs, c'est la preuve. Caroline et moi et l'ensemble des femmes qui sont là aujourd'hui dans cette salle. Nous, on a créé un collectif, donc à part de community, qui s'appelle Femmes dans l'IA, d'ailleurs. On a réuni en quelques semaines plus de 500 femmes qui sont architectes, data scientists, entrepreneurs, dans le venture capital, enfin tous les métiers qui sont rattachés de près ou de loin ou dans l'IA. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, elles étaient là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de bruit dans l'IA, et que les personnes finalement qui sont toujours mises en avant ont les mêmes profils, mais parce qu'ils souhaitent se mettre en avant. Et donc les femmes qui sont vraiment dans ces métiers-là sont moins visibles. Je vais juste rajouter une chose. Moi, j'observe chez mes clients notamment, parce qu'il y a différentes façons de s'approprier les sujets de l'IA, c'est que les porteurs de projets sont souvent des femmes dans les entreprises. Et sans elles, c'est pas possible de le déployer. Et les champions en termes d'utilisation, aujourd'hui, on est à 50-50. Vous avez autant de femmes qui font des requêtes et qui utilisent l'IA agentique avancée que d'hommes. Donc, en termes d'usage, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Elles sont vraiment là. Alors, quel profil vous voyez émerger, vous, Faria, ou évoluer grâce à l'IA, justement ? En fait, tous les métiers évoluent, notamment les fonctions support, ça va du RH, en passant par la finance jusqu'à l'opération. Il y a différentes choses. Il y a vraiment ce qui est de la production pure, donc les techs, les devs, etc. Toutes les entreprises ne sont pas spécialisées dans les domaines technologiques. 99% de nos entreprises ont des domaines métiers qui ne sont pas tech, et ça, il faut bien le garder en tête. Donc, dans ces entreprises-là, ils vont passer par des solutions extérieures. Ensuite, vous avez la conception. Donc, on en a parlé, chef de produit, chef de projet, etc. Et ensuite, vous avez l'adoption. Et l'adoption, là, vous avez énormément de profils. Donc, ça va être des ambassadeurs IA, ce qu'on appelle les champions IA. Vous allez avoir les formateurs, vous allez avoir les personnes qui sont rattachées à vraiment faire en sorte que ça se déploie.
Donc, pour moi, c'est l'existant qui rajoute le mot AI devant. Ouais. Et c'est des personnes qui maîtrisent totalement. Par exemple, dans la compliance, il y a des sujets de compliance dédiés à l'IA, donc il faut forcément se former sur ça. La compliance, c'est la réglementation. Hein. Voilà. Mais je vais dire le poste vraiment que j'ai vu émerger, c'est l'ambassadeur IA, celui qui va porter le projet en interne pour les déployer. Ouais, avec la gouvernance, effectivement. Mais, exactement. Mais faut-il quand même avoir une gouvernance qui accélère sur ce sujet. On va parler de vos parcours respectifs dans un instant. Moi, j'ai juste envie de savoir quelles compétences sont transférables depuis d'autres parcours, parce qu'on a peut-être des personnes dans la salle qui sont en reconversion ou qui font un tout autre métier, qui se disent pourquoi pas l'IA. En fait, tous les compétences sont transférables. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, notamment sur les soft skills, ce qui est important, c'est la curiosité intellectuelle. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je cherche aujourd'hui un customer success. On a plusieurs milliers d'utilisateurs, une gestion quotidienne avec le client. Et donc, j'ai eu 200 CV en l'espace de 3-4 jours. Et j'ai été très étonnée de voir que certains se démarquaient parce que justement, ils montraient qu'ils avaient une appétence pour l'IA. Et pour moi, l'appétence pour l'IA, c'est pas juste d'aller sur ChatGPT, etc. C'est des personnes qui ont, par elles-mêmes, eu un parcours d'apprentissage où ils ont buildé des choses, je sais pas, avec N8N, par exemple, ou sur Claude, ou peu importe, et qui ont réussi à monter des cas d'usage dans leurs entreprises à partir de ce qui existe. Aujourd'hui, après 3-4 ans sur le marché d'avoir des outils dans ses mains et n'être pas capable de venir dans une entreprise qui fait de l'IA en disant que justement j'ai pu développer des choses par moi-même sans être technique, c'est pour moi un vrai red flag et je le dis clairement. Donc il faut avoir cette curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, on a on a tous les outils pour apprendre par soi-même. Donc pour moi, c'est étonnant qu'on ne le fasse pas. Et après, derrière, effectivement, lorsqu'on intègre une entreprise, une société, une start-up, il y a aussi les compétences en interne. C'est un vrai travail d'équipe, il y a des formations que vous mettez en place. Je parlais de votre parcours, enfin, j'aimerais justement que vous nous parliez un peu de votre parcours. On va commencer avec vous, Caroline. Quel est votre parcours en quelques mots, vous qui êtes maintenant directrice générale de Hub France IA? Ouais, en quelques mots. Alors moi, du coup, je suis informaticienne à la base, donc je fais partie de ces andouilles qui ont fait de la tech. Très bien. Et j'ai découvert l'intelligence artificielle en 2000. Où on faisait des agents à l'époque, mais pas avec des LLM comme aujourd'hui. Et c'était en fait, pour moi, c'était un moyen de voir concrètement à quoi servait l'informatique. Parce que l'informatique, voilà, on voyait Word, Office et tout le tralala. De toute façon, ça n'arrêtait pas de planter. Bug de l'an 2000, Windows, ça marchait jamais. Donc, c'était pas hyper passionnant, cette vision de l'informatique. Et puis, l'IA, ça venait donner ce côté un petit peu magique à l'informatique, où on pouvait interagir avec un système, il prenait des décisions. Il y avait tout un tas d'algorithmes qu'on nous expliquait qui étaient complètement incroyables, qui marchait moyen, mais c'était bien. Donc moi, je suis tombée assez tôt là-dedans. J'ai continué dans la recherche. Donc, j'ai fait une thèse au laboratoire informatique de Paris 6 et avec Thales, parce qu'il faut se dire aussi qu'à cette époque-là, donc j'ai commencé ma thèse en 2004, j'ai soutenu en 2007. C'était pas vraiment une période où l'IA avait le vent en poupe, et donc c'était plutôt sur le secteur de la défense qu'on déployait de l'intelligence artificielle parce que c'est là où il y avait des budgets. Et puis j'ai commencé à bosser dans une petite PME en 2008, pareil sur le secteur de la défense. Et à partir de 2009-2010, plus personne ne parlait d'intelligence artificielle. C'est un gros mot. Donc on a effacé partout sur le site web qu'on faisait de l'IA. Enfin, c'est pour vous dire à quel point c'était vraiment pas top d'avoir fait de l'intelligence artificielle. On passait pour des fous. Et puis ça a repris vers 2012, où il y a eu les grands plans stratégiques du gouvernement pour financer tout ce qui était le big data. Et en fait, c'est revenu à la mode, l'intelligence artificielle, via le traitement de la donnée. Et là, vers 2014, avec des anciens collègues donc, de cette PME, on a lancé une start-up pour aller traiter des séries temporelles. Donc, c'est un truc assez spécifique. Et je suis restée dans cette start-up jusqu'à 2020. Et après, j'ai rejoint le Hub France IA. Vous êtes une experte du sujet, hein, là, franchement. Ouais, alors, je code plus, moi. Plus rien. Mais j'essaye de me tenir au jus, oui. Vous aussi, Faria, vous avez un parcours hyper riche. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous le raconter, votre parcours? Alors, hyper riche. Moi, j'ai toujours baigné dans le monde de la tech. Il y a un fil rouge dans mon parcours, c'est la capacité à vraiment partir des besoins terrain.
et de trouver des solutions et d'utiliser la technologie comme un levier pour le faire. Donc très simple, et je l'ai toujours fait dans mes entreprises. J'étais dans le domaine de la publicité du digital, et à l'époque, quand je suis arrivée, il y avait le déploiement sur le mobile, donc on commençait à utiliser des operating systems pour faire de la publicité sur mobile, et donc il fallait comprendre entre ce que le besoin client et la solution finale, comment on pouvait utiliser cette solution. Il y a eu la programmatique, donc l'utilisation du big data justement pour aller faire du ciblage intelligent. Donc il y a des niveaux déjà assez avancés sur ça. J'ai créé ma première entreprise, Golden Bees, donc il y a maintenant 10 ans, en 2015. C'est une solution technologique, 100% technologique. Donc mon équipe était à 80% technique, et par ailleurs, je ne suis pas ingé à la base. Donc ça, c'est important aussi de comprendre comment des profils qui sont pas ingé peuvent aujourd'hui driver des technologies, les délivrer, faire de l'adoption sur le marché, justement en ayant cette vision 360 degrés. Donc j'ai buildé cette technologie qui permettait de diffuser des offres d'emploi de manière ciblée avec de la programmatique, générer des candidatures qualifiées, et on équipait les entreprises, donc des grands groupes, ça a duré pendant 5 ans, la boîte est passée de 0 à 100 personnes, plus de 10 millions de chiffre d'affaires, et puis j'ai fini par vendre la société. Et une fois que j'ai vendu la société, je m'ennuyais un peu, donc je suis partie, j'ai quitté ma propre société, et c'est là qu'est arrivé l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Et donc j'ai repris les études à HEC, et là en fait j'ai commencé à découvrir ChatGPT, et je faisais une thèse sur le financement, et j'ai vu tout de suite ce qui allait pas, le potentiel en tant qu'entrepreneur. Ouais. Je me suis dit bon, ok, là on est sur vraiment un marché extraordinaire, mais j'ai aussi vu toutes les limites, ce qui m'a donné envie de lancer Community, qui pour moi une solution qui surtout permet d'avoir une tour de contrôle. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a 2 types de façons de vivre cette transformation. Soit on build, soit on subit ce qui existe. Et pour moi, je voulais être parmi ceux qui build des solutions sur lesquelles on a un maximum de contrôle. Et donc voilà, aujourd'hui, mon histoire s'arrête à Community. C'est une équipe encore à 80% avec des équipes tech, et ça ne nous empêche pas aujourd'hui de développer, faire adopter des entreprises avec l'IA générative. C'est génial, vous avez 2 parcours incroyables, et à vous écouter, on a l'impression que c'est simple et tout est linéaire. Est-ce que vous avez eu à un moment donné justement des doutes, des freins, ou même avoir le syndrome de l'imposteur? Ah ouais, tous les jours. Non, mais le syndrome de l'imposteur, je crois que c'est bien, c'est bien celui-là. Moi, je pense que j'ai eu de la chance dans toute ma carrière là, de ces 20 dernières années, parce que je suis toujours tombée sur des personnes hyper bienveillantes qui m'ont aidée à grandir. Mais il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué quand j'étais dans ma start-up, parce que je venais de la tech, donc à la base j'étais informaticienne, mais je m'occupais de tout ce qui était relations clients et un peu de bizdev, qui n'était pas mon métier à la base, mais je n'avais pas de problème pour parler avec les gens, donc ça se passait plutôt bien. Mais ce qui était gênant pour moi en tant que femme, c'est que du coup on me prenait tout le temps pour la fille du marketing qui allait sur les stands. Non pas que j'ai un problème avec les personnes du marketing, mais c'est juste que quand je commençais à parler un peu technique, on me regardait comme ça avec des grands yeux ronds. Sérieux, quoi. C'est ça. Alors quand on appelait la start-up pour avoir une interview d'un dirigeant, en fait on me disait passez-moi le boss, quoi. Donc voilà, là on était à peu près en 2017-2018, et c'était assez compliqué parce que je me demandais quelle était ma place en fait ici dans cette start-up. Alors j'avais des collègues très sympas, mais je sentais une sorte de pression où on me disait aussi au niveau des actionnaires, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie, en fait est-ce que t'as pas eu des étudiants qui sont célèbres parce que toi t'as pas fait une grande école. Enfin il y avait plein de pression comme ça, parce qu'en tant que femme il fallait que je trouve plus ma place que les autres et que je la justifie dans ce monde d'hommes de l'IA. Et ça, pour moi, ça a été une période assez difficile dans mon parcours pro, et qui s'est bien conclue. Je me suis barrée et je suis arrivée au Web Francia. Mais c'est vrai que cette période a généré beaucoup de doutes sur ma place dans cet écosystème. On a l'impression que vous avez balayé tous les stéréotypes là. Vous avez fait un petit peu tous les stéréotypes qu'on peut voir dans les boîtes où il y a une grande majorité d'hommes. Et franchement, je le comprends, et j'ai beaucoup d'empathie pour vous là-dessus. Faria, est-ce que justement vous avez eu des doutes? Est-ce qu'à un moment donné, quand vous êtes lancé dans la tech, on vous a mis quelques bâtons dans les roues? Vous avez eu ce syndrome de l'imposteur aussi? En fait, des doutes, on en a tous les jours, surtout en tant qu'entrepreneur. Ouais. Il n'y a pas une seconde dans ma vie, j'ai pas de doutes. Entrepreneur, des doutes, on en a tout le temps. En fait,
Oui, effectivement, moi j'ai eu ce sujet-là dans ma première boîte parce que je découvrais vraiment le travail main dans la main avec mes équipes tech, dont un de mes associés. Et parfois, quand je comprenais pas tout, c'est quelque chose qui était énormément frustrant pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que derrière j'ai fait une formation, pas pour devenir dev, parce que je pense qu'il y aura toujours des meilleurs devs que moi et que c'est pas mon métier. Mais j'ai aussi, avec le temps et aujourd'hui avec Community, c'est clairement quelque chose que je ressens plus, que je me refuse de ressentir, parce qu'en fait, j'ai bien compris. Et tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, en fait, l'IA, c'est pas un sujet technologique, c'est un sujet culturel, c'est un sujet économique, c'est un sujet politique, c'est un sujet stratégique, et ça, c'est mon métier. Moi, ce que je fais, c'est être 360 degrés derrière, une image que j'aime bien donner. Quand vous prenez le travail d'un architecte qui build une ville, c'est pas quelqu'un qui va poser les fondations des briques, qui va creuser pour planter un arbre, c'est quelqu'un qui va comprendre l'ensemble de l'écosystème et qui est un pont entre la partie métier, le besoin de base, les technologies qu'ils peuvent utiliser et le business. Et ça, c'est très important pour aujourd'hui créer des solutions qui sont véritablement déployées. Vous êtes un peu l'architecte IA de la boîte, quoi, c'est ça? Un entrepreneur dans l'IA, c'est un architecte de l'IA. Ouais. C'est vrai que, vous savez, ici, pendant toute cette journée, toutes les personnes qui sont dans cette salle, ils vont dérouler un parcours en 4 étapes. De cette scène inspirée jusqu'à la mise en action. Vous, quel a été le déclic qui vous a fait passer de l'intérêt à l'action ? Alors, pour Community, pour la petite histoire, en fait, quand j'avais commencé à écrire ma thèse sur ChatGPT, en fait, c'était bourré de fautes. Les sources n'étaient pas bonnes, etc. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps fascinée par le truc, quoi. Et je me suis rendu compte que tout était faux et j'ai perdu beaucoup de temps. Et en plus, j'ai fait ma thèse vraiment last time. Donc j'étais dégoûtée. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout, qu'on avait un outil qui est très addictif et sur lequel on pouvait en fait se baser et sur lequel on pouvait faire confiance alors que c'était faux. Ça m'a beaucoup inquiétée pour mes enfants. Moi, j'ai vraiment pensé à mes enfants en me disant, est-ce qu'aujourd'hui je veux qu'ils utilisent cet outil tel quel ? Et la réponse est non, même aujourd'hui, alors qu'on a énormément évolué, notamment sur l'hallucination, sur les erreurs, sur les sources, quand on comprend ce qu'il y a derrière, notamment quand on a travaillé avec la data, quand on sait d'où viennent les sources de données, etc. En fait, je me suis dit que c'est impossible de ne pas utiliser ces solutions-là, mais si on les utilise, elles doivent être contrôlées à 100%. Et c'est ça qui m'a donné le déclic, me dire, je créerai une solution que moi j'ai envie d'utiliser, dans laquelle je suis à l'aise, et que mes enfants pourront utiliser. Et par ailleurs, ils n'ont pas de téléphone, mais quand ils utilisent une IA, ils utilisent Community aujourd'hui. Très bien. Je vais faire de même alors. Hein. Je pense qu'on va tous prendre notre téléphone et on va tous utiliser votre solution, évidemment. Pour vous, Caroline ? Alors, c'est difficile de parler de déclic, alors il faut que je trouve un truc. Parce que, en fait, l'IA, c'est ma passion. Enfin, depuis que presque je suis née, non, je déconne. Mais si je vais très, 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 très loin, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse depuis le bac, quoi. Donc, je kiffe vraiment ce secteur. Et en fait, j'ai jamais voulu ne pas travailler dans l'intelligence artificielle. Et limite, mes collègues à la fac se foutaient de ma gueule parce que moi, je voulais vraiment, vraiment aller là-dedans. Et c'était viscéral. C'était vraiment le seul sujet qui m'intéressait vraiment. Visionnaire déjà à l'époque, alors. Non, mais je sais pas, moi, peut-être. Mais en tout cas, c'était vraiment une passion. Si je parle plus de là aujourd'hui, avec l'association, avec le Hub Francia, pourquoi j'ai décidé d'aller dans une association et d'arrêter l'entrepreneuriat, au-delà du fait que j'étais dégoûtée de la fin de mon expérience précédente, c'est surtout de se dire que avec tout ce parcours-là, avec avoir fait de la recherche, avoir monté une boîte, avoir fait du dev et tout, en fait, j'arrivais à un stade où il fallait que je me pose et que je réfléchisse vraiment, comme l'a dit Faria, à c'est quoi l'avenir de l'intelligence artificielle et où est-ce qu'on veut emmener les choses. Et en fait, cette association, c'était un moyen aussi d'embrasser tous les projets d'entreprise et de trouver aussi des grandes lignes directrices pour se dire l'IA en France et en Europe, c'est aller vers de l'IA qui est responsable et souveraine. Et je dis ça en sachant que quand j'avais ma start-up, j'étais biberonnée à AWS et à Azure et que sans eux, jamais on n'aurait pu monter notre start-up parce qu'ils nous donnaient des crédits de ouf pour qu'on puisse déployer nos modèles et faire les apprentissages. Mais aujourd'hui, je reste quand même convaincue qu'on a besoin en France d'alternatives européennes à ces solutions-là si on veut garder la main là-dessus. Et pour moi, le déclic, ça a été ça aussi, c'est de se dire, OK, les startups, elles utilisent ces solutions-là et c'est normal, mais qu'est-ce qu'on peut faire plus largement pour aider l'ensemble des entreprises à avancer en IA, à s'approprier l'IA en ayant nos valeurs européennes et pas se laisser bouffer
par les valeurs des GAFAM et des Chinois et d'arriver à garder la main sur ce qu'on est en train de faire. Et sachant qu'on a quand même en France un peu de retard sur la Chine et les États-Unis, bon, même si je ne sais pas si on va réussir à retrouver, en tout cas à récupérer ce retard, mais qu'est-ce qui vous rend optimiste finalement pour la suite ? En fait, j'aime pas quand on dit qu'on a du retard. Je pense qu'on a un peu de retard, en fait, différente de l'IA. Non, ça dépend comment on prend les choses. Oui, si on n'a pas mis des milliards d'euros pour concevoir des modèles quand c'était le temps, on n'a pas le cloud, on n'a pas toutes ces choses que les Américains ont mis en place, mais à la fin, est-ce que c'est grave aujourd'hui en fait ? Je veux dire, le retard, il faut l'estimer sur une certaine échelle. Donc, si c'est technologique, peut-être. À vrai dire, au vu de la quantité de startups qu'on a en France, on en a nous référencé 972 dans notre carto. Et franchement, elles n'ont pas toutes répondu. Donc, il y en a beaucoup plus en France qui existent et qui s'en créent tous les jours. Il y a une dynamique qui est incroyable. Et Faria, elle le montre bien. L'intérêt que ça peut avoir aussi de créer ces startups et ça donne de la vraie valeur ajoutée aux entreprises. En fait, la vision qu'on a de l'IA en France et en Europe, c'est qu'on est en retard parce qu'on n'a pas un géant comme l'ont les Américains. En fait, on a juste plein d'entreprises merveilleuses que les grands groupes ne connaissent pas et n'utilisent pas parce que c'est plus facile d'aller utiliser des GAFAM. Et donc, moi, je suis hyper optimiste parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de souveraineté qui sont hyper forts. Et donc, je pense qu'on est à un moment où notre communauté et notre écosystème de start-up en Europe, elle a un coup à jouer pour démontrer leur valeur versus les solutions américaines. Qu'est-ce qui vous rend optimiste, vous, concernant ce secteur de l'IA ? Tout, parce que c'est vraiment, on est en train de vivre une ère qui est absolument formidable, mais il faut faire attention à tout. Aujourd'hui, l'IA peut être utilisée pour vraiment régler des grands problèmes de notre société, dans la santé, dans l'environnement, dans l'éducation. En fait, tout peut être transformé en mieux si on a les bonnes personnes pour le piloter dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les têtes de pont qui vont utiliser l'IA pour la bonne cause. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, l'IA, c'est quand même aussi quelque chose de dangereux et ça peut être utilisé pour des mauvaises raisons. On l'a déjà vu, notamment dans le contexte de guerre. Donc, aujourd'hui, ce qui me rend optimiste, c'est que c'est une solution qui nous augmente tous. Et c'est aussi une opportunité pour renverser les courbes, notamment d'inégalités qu'on a pu voir entre les petits groupes et les grands groupes. Aujourd'hui, une petite entreprise a la capacité d'être en compétition avec un grand groupe parce qu'elle a su utiliser l'IA de manière plus avancée, plus intelligente, plus rapidement et plus agile. Et ça, je le vois tous les jours. Mais de la même manière, aujourd'hui, on dit que les femmes ne sont pas dans la tech. Moi, je suis désolée. C'est l'opportunité, jamais, de renverser la courbe en se disant que celles qui portent les projets IA, celles qui buildent dans l'IA, celles qui vont finalement écrire les règles, sont des femmes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barrière si ce n'est, comme je le disais, cette curiosité intellectuelle, cette envie de se former, d'y aller et de prendre sa place sans se poser la question, sans avoir ce syndrome d'imposteur. En tout cas, lutter. Donc, moi, je suis très optimiste sur le fait que ça peut complètement transformer si aujourd'hui on prend véritablement sa place. Alors justement, si une participante dans la salle se dit ce secteur m'intéresse, j'ose pas, quel conseil vous lui donneriez concrètement ? Je pense que Faria l'a dit tout à l'heure, en fait, l'important c'est la curiosité et d'essayer de se former. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces solutions, il ne faut pas avoir peur de suivre quelques cours et d'essayer de comprendre comment ça marche sans forcément être une experte du développement, mais les usages en fait de l'IA. Et puis en fait, le risque aujourd'hui, si on s'y intéresse pas, c'est en fait, il va y en avoir partout dans tous les métiers, donc ça devient hyper compliqué si on dit non, moi je veux pas entendre parler d'intelligence artificielle parce que ça va pas me toucher. En fait, c'est faux parce que l'IA, il y en a déjà partout. C'est juste que voilà, on n'a pas pris conscience de l'intérêt que ça avait et pourquoi c'était déjà déployé. Et donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans toutes les formations qui pullulent aujourd'hui, mais en tout cas, c'est hyper important d'avoir un niveau d'acculturation sur l'IA, déjà un premier niveau, et de bien comprendre les risques et les usages de l'IA et au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que sinon, c'est trop superficiel. Il faut vraiment aller un cran plus loin et bien aller dans les profondeurs de l'IA qui existent quand même depuis 1956, pour rappel. Donc, il y a quand même beaucoup de technos qui sont en jeu derrière et sans toutes les comprendre en détail, au moins avoir conscience de ce panel-là, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, rester curieux, ça c'est effectivement essentiel. Quel conseil d'ailleurs vous auriez aimé recevoir plus tôt, même avant d'entreprendre par exemple ? Moi, je dirais que rien ne va se passer comme tu pensais. Okay, c'est tellement évolutif. J'ai jamais vécu de ça en 15 ans de vie dans la tech. J'ai jamais vécu ça. Mais on s'adapte. Mais il faut avoir les épaules solides, je crois. Très bien, Caroline, vous ?
Ouais, quel conseil, je sais pas. Bouge-toi les fesses un peu plus et arrête de te laisser porter par le vent. Ouais, je pense que peut-être un peu plus de proactivité sur certains sujets. J'aurais bien aimé. Après, j'ai rien loupé de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que là, il faut. Enfin, en gros, si je pouvais donner un conseil aussi, c'est pas de regarder les choses se passer devant soi et d'essayer de trouver le petit sujet qui nous intéresse pour y aller à fond. Parce que là, c'est vraiment important, ça bouge vite. Et dans 10 ans, ce sera trop tard en fait. Il me reste encore 2 questions. Alors cette question, elle a un petit peu tapé, mais j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la petite fille de 10 ans que vous étiez? Rappelez-vous. On se replonge un peu en arrière. Arrête d'être timide, Andouille. Voilà, ça va, bon, c'est gagné alors. Ça, c'est bon, là, on est bon, vous êtes sur scène, il y a 300, 400 personnes dans la salle, c'est parfait. Et vous, Faria? 10 ans, continue à rêver. Je rêvais beaucoup quand j'étais petite. Je pense que si on rêve pas, on se donne pas des objectifs de grandeur, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, dans l'IS, c'est impressionnant parce qu'on est face à des géants de la tech, on est face à des profils qui sont entrés dans une case. Moi, je suis dans une start-up, donc je vais voir des fonds d'investissement et c'est hyper challenging. Si à chaque fois qu'on me disait, mais en fait, t'as pas ta place ici, je pense que j'aurais jamais eu ce parcours-là. Et je me suis pris beaucoup de non, mais j'ai aussi eu des oui, des personnes qui m'ont dit ok, je crois en toi. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment croire en soi. Parce que personne ne le fera, donc croyez en vous et vous verrez qu'en fait il y a des choses qui se débloquent et vous prenez votre place et tout le monde a cette place, parce qu'encore une fois j'insiste, c'est une transformation hyper profonde de la société, donc je suis désolée, c'est pas aux autres de décider dans quelle société on a envie de vivre, c'est à vous de le faire, donc voilà, prenons notre place. Prenons notre place, donc ce seront les mots de la fin. Merci pour ce boost d'inspiration, merci, c'était génial, vraiment. Merci donc à Caroline Chopineau, à Faria Cha pour ces 30 minutes d'échange. Et avant de continuer votre parcours, on va continuer justement avec un autre boost d'inspiration, mais cette fois-ci en vidéo, regardez. Salut Kim, tu vas bien? Oui. Non, enfin, je sais pas. Je peux savoir ce qui se passe là ou... Je sais que c'est un peu bizarre, même très bizarre. Je suis toi, Kim, mais pas tout à fait. D'accord. Disons que je suis une version alternative. Une Kim qui a fait des choix différents à certains moments de notre vie. C'est fou votre truc. Mais donc tu travailles pas dans les ressources humaines comme moi? J'aurais adoré aussi faire ce métier comme toi, mais j'ai fait des choix différents. Quand on était petite, on aimait les enquêtes policières. Oh, je me souviens, on jouait souvent à Sherlock Holmes. Avec les grands frères. Les grands frères. Donc si je comprends bien, c'est ça le multiverse? Oui, on peut dire ça. En tout cas, dans ma réalité, quand t'es partie en école de commerce, moi j'ai directement fait une formation en pilotage de drone. C'est incroyable, j'y crois pas. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours aimé les voitures télécommandées quand on était enfant. Et maintenant, je fais ça avec des drones. Je peux scanner les sols avant la construction de bâtiments durables. Ça a l'air super technique ton truc. Jamais j'aurais pensé bosser là-dedans. Mais pourquoi tu penses que tu ne pourrais pas faire de la cybersécurité comme moi? J'y pense, souvent. Je m'étais dit que c'était un métier, de mec et qu'il fallait être super forte en maths. Ah, parce que nous, on n'était pas fortes en maths au lycée? Si, mais je sais pas. Faut dire qu'à l'époque, les conseillers d'orientation m'ont pas vraiment poussé vers une voie scientifique. Bien sûr, on nous dit d'avoir confiance en nous, mais on n'est pas toujours aidés. Et tu regrettes pas parfois? Pas une seconde. Et j'aime l'idée d'être un modèle pour les filles qui se poseraient les mêmes questions. Tu vois, à force de parler avec toi, eh ben j'ai envie d'essayer. Tu sais que j'ai failli faire une école d'art? Oui, du coup, tu sais.
Et mes parents, enfin nos parents, c'est pas qu'ils étaient forcément contre, mais ils avaient un peu peur qu'il n'y ait pas trop de débouchés, quoi. Oui, mais les carrières sont pas toujours linéaires. Un jour on fait une chose, un jour une autre. Mais tu sais, il est pas trop tard pour que tu fasses comme moi. Tu crois vraiment? Bien sûr, avec ton expérience, tu as sûrement déjà des idées. Et a priori, t'en es capable. Vu que tu es moi et que moi je suis toi, c'est ça? Exactement. Ouais. Et voilà donc pour ce deuxième shoot d'inspiration. On peut vraiment applaudir cette vidéo, elle est parfaite. Elle est diffusée sur les antennes de France Télévisions. Donc voilà, vraiment, on tenait à conclure ces 30 minutes avec cette vidéo. Vous allez pouvoir continuer votre parcours. Vous allez suivre nos guides bénévoles juste en sortie de salle. Ils vont vous conduire à la prochaine étape, c'est la découverte de l'espace exploré. Passez une très belle journée ici au 104.